à toutes et à tous, vous nous entendez bien? Ouais. Donc, Karune Ramat, je suis la CEO de 15 Tech, je vais vous expliquer ce qu'on fait. Et je suis avec mon partner in crime, Sébastien Garcin. Donc, on va faire un talk un peu en deux temps. Si on a un peu de temps, on fera un peu de Q&A à la fin ou on verra pour échanger. Donc, aujourd'hui, on vient vous parler de la secret sauce pour performer dans la tech. Vous ne savez pas exactement de quoi on va parler, mais on va vous expliquer tout ça dans 5 minutes. Je suis la fondatrice de 15 Tech. On est une start-up aujourd'hui qui aide les entreprises à devenir plus inclusives. On a développé plusieurs outils. Et ici, on est là, c'est un bassin qui est très industriel. Donc, on vient vous raconter un peu l'histoire des innovations. Et des innovations qui, parfois, ont mis du temps à arriver. Et on va vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous savez quand le premier mannequin crash test féminin a été créé? Ah, c'est très récent. Vous savez pas? Personne ne sait? 2022, c'est une ingénieure suédoise qui l'a créé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on était conducteur, la taille du mannequin crash test n'était pas adaptée en fait à la taille des femmes. On a aussi un coût avec finalement une structure qui est plus légère, donc on avait plus de mortalité, plus d'accidents, 73% de chances de blessures et de collisions en plus. Voilà. Donc il a fallu attendre tout ça. Je voudrais juste vous raconter que cette histoire-là, je l'ai découverte très récemment parce que c'était déjà le cas dans les années 60-65 pour le passager. Et j'ai voulu mettre à jour une présentation, j'ai fait une recherche et là je suis tombée sur la fameuse suédoise ingénieure qui l'avait fait pour finalement le conducteur, donc la conductrice. Donc c'est pour vous dire qu'on passe à côté d'innovations qui peuvent parfois être mortelles. Donc on a voulu un peu chauffer les esprits là-dessus, mais ça c'est aussi des parts de marché et puis c'est surtout des vies. Pourtant, en fait, cette diversité et cette inclusion en fait, dans le monde de la tech, c'est un moteur de performance. C'est 63% de performance en plus quand on a une équipe qui compte une femme cofondatrice. Pas toutes cofondatrices, mais au moins une femme dans l'équipe dirigeante. Ça, c'est First Round qui le démontre sur 10 ans de data d'investissement. C'est un fonds d'investissement new-yorkais. Le deuxième data que j'ai envie de vous donner, c'est 2% de performance annuelle pour les entreprises les plus mixtes du portefeuille de BlackRock. Ils ne sont pas réputés comme étant les plus diverses dans leur manière de se présenter. Ils viennent de sortir cette étude en fin d'année. Ils ont analysé tout la rentabilité de leur portefeuille entre 2013 et 2022. Et l'autre étude, puisque là on est quand même sur un festival d'innovation et dédié à la créativité, justement, d'avoir des profils diversifiés dans vos équipes, c'est 19% d'innovation en plus, parce que c'est la possibilité de créer à plusieurs esprits. Et donc, finalement, les idées qu'on n'a pas vues forcément émerger, on peut les voir émerger plus rapidement que si toute l'équipe se ressemble. Alors pourquoi je vous dis ça? Peut-être qu'on pourrait s'en foutre et se dire que finalement, c'est pas un problème dans la tech. Eh bien si. On n'a que 22% aujourd'hui de femmes qui ont des rôles techniques, donc qui travaillent dans la tech. Et pourtant, on est 52% dans l'humanité. Bon, alors cette data, elle est occidentale, elle vaut pour l'Amérique du Nord et l'Europe, parce que si on va en Tunisie, au Maroc, elles sont 55%, et si on va en Asie, elles sont plus de 40%. Donc je ne reviendrai pas sur pourquoi on en est arrivé là, mais quelque part dans la Silicon Valley, avec la création de l'ordinateur personnel, ça a créé en fait la décrue de la présence des femmes dans la tech. Elles étaient 40% dans les études de computer science dans les années 70. Et parce que c'est devenu un métier très valorisé, extrêmement avec des investisseurs qui ont commencé à investir sur ces ingénieurs, elles ont commencé à décroître. Et l'environnement de travail, la figure du geek est arrivée, plutôt blanc, plutôt surdiplômé. Et finalement, la tech est devenue de moins en moins inclusive. Et le fait qu'elle soit de moins en moins inclusive, on a moins travaillé sur la culture. Quand on a 80% parfois de développeurs hommes dans des équipes, et ça génère qu'aujourd'hui, on a une femme sur deux qui quitte la tech après 35 ans pour des raisons de discrimination au travail. Donc non seulement on n'en a pas beaucoup, mais en plus on en perd
après 8 ans d'expérience en moyenne, généralement à peu près un épisode qui... La maternité, vous voyez, c'est assez caractéristique. Et pourtant, moi j'ai envie de vous dire, et c'est le message que je veux porter aujourd'hui, c'est que c'est possible d'atteindre 45% de femmes dans la tech d'ici 2027. Ça, c'est une dernière étude de McKinsey qui vient de sortir. Et ça générerait une augmentation de PIB qui est estimée entre 260 et 600 milliards d'euros pour l'Europe. Donc c'est colossal. Tout ça parce qu'on a parlé d'innovation, de performance, etc. Et les 3 leviers, en fait, aujourd'hui, elles partent parce qu'elles ont de l'inégalité salariale, un manque d'évolution de carrière, un manque de flexibilité, une culture toxique. Et on a 47% des femmes aujourd'hui qui peut-être travaillent dans vos entreprises, qui trouvent que les entreprises n'en font pas assez pour la parité. C'est un chiffre qui est en augmentation de plus de 22% par rapport à 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a eu une petite crise de la tech. Donc les sujets de diversité et inclusion ont complètement reculé l'année dernière. Et en fait, le chiffre que je vous disais juste avant, en fait, c'est possible de l'atteindre avec 3 leviers principaux, et c'est un peu voilà, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, qu'on peut le faire en changeant la culture interne et en faisant attention que nos cultures soient assez inclusives et non discriminantes, en promouvant les femmes. On n'a qu'une femme sur 6 qui a un rôle exécutif dans la tech aujourd'hui. C'est pas qu'un problème de pipeline, parce qu'il y a 30% de femmes développeuses au niveau junior, mais elles n'atteignent même pas le niveau manager. Aujourd'hui, c'est le premier échelon qui est pas proposé. Et donc, c'est cette accumulation qui font qu'elles partent. Et aussi, en allant chercher les jeunes filles qui font déjà des études dans les STEM, qui aujourd'hui, il y a un drop significatif. Elles ne vont pas vers la tech parce qu'elles ont été dans des écoles qui ont été très masculines, dans lesquelles parfois, je ne sais pas si vous avez entendu des histoires à Centrale, parfois au Polytechnique, c'est pas toujours joyeux en termes de harcèlement. Et donc, elles ne veulent pas aller vers ces entreprises-là. Donc, nous, on doit tout faire pour les convaincre que ces entreprises, elles vont être accueillantes pour elles, que c'est un endroit où elles vont pouvoir évoluer et progresser. Et ces 3 leviers-là, c'est 3,9 millions de profils dans la tech d'ici 2027. Donc, quand on me dit c'est une question d'éducation, oui. Mais si ces femmes ont une expérience positive, elles redonneront autour d'elles cette vision positive. Et donc, c'est des jeunes filles, c'est des garçons aussi qui sauront que c'est possible que des femmes aillent vers la tech. Et donc, c'est une possibilité de le faire. Et donc, chez 15 Tech, on a développé plusieurs produits. On a une plateforme qui s'appelle Gender Hire et qui permet d'aller recruter des profils féminins tech. On a plus de 30 000 femmes qui nous disent leur enjeu de carrière. Et on a développé aussi un outil qui aide à la rétention et les promotions des femmes, qui est spécialisé aussi sur le champ de la tech, puisqu'on connaît toutes les datas. Et on vient collecter en fait de la data qui est anonymisée et vectorisée, dans lequel on vous affiche des dashboards de mesure et des comparatifs par rapport aux industries. Et surtout, on vous recommande des plans d'action avec les meilleures solutions du marché. Donc en fait, on facilite parce que souvent, on voit que c'est des sujets qui sont compliqués, qu'on ne sait pas comment les aborder. Et donc nous, on a créé cet outil, on ira sur d'autres critères plus tard, qui vous aide à aller plus loin et plus vite. Et on utilise l'IA pour vous aider à vraiment créer ces plans qui sont sur mesure pour vos entreprises. Je vous donne quelques-unes des best practices et je vous invite à passer un test qui est gratuit. Donc si vous voulez le faire, vous le prenez. C'est juste un petit quiz de 5 questions. Et ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes. On vous envoie d'ailleurs des recommandations et vous aurez une première note. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'abord d'écouter vos employés. Donc, n'hésitez pas à les sonder et savoir ce qu'ils en pensent. La transparence des salaires, de toute façon, bientôt, ça va devenir obligatoire en Europe, mais c'est prouvé dans les études que c'est ce qui, aujourd'hui, génère le plus d'égalité. Les femmes négocient moins, mais également ont moins accès aux promotions et on leur accepte moins aussi les augmentations de carrière. En lien avec ces salaires qui, aujourd'hui, sont moins proposés, c'est une grille de carrière qui est claire, transparente, avec des critères de leadership qui sont clairs pour tous et pas dépendants du manager. Et si vous avez quelque chose qui est dépendant dans la promotion des managers, c'est bien de pouvoir analyser les biais. On a aussi développé un scoring pour ça, pour aider à tester, à mieux comprendre et à progresser sur le sujet. Un accompagnement en soft skills, en mentoring et en coaching, puisque les femmes n'ont pas été leaders, elles ont peu de rôle modèle, donc elles ont besoin d'accompagnement aussi pour pouvoir se faire confiance et avancer.
des congés parentaux à égalité. Moi, je milite pour la libération des hommes sur ce sujet. Je pense qu'on a une chance extraordinaire, c'est de pouvoir s'arrêter et de s'occuper de sa famille. Et je pense que tous les hommes aujourd'hui devraient pouvoir avoir le droit de faire la même chose et que les entreprises aujourd'hui doivent aller au-delà de ce congé de 1 mois qui n'est pas obligatoire. On doit le rendre obligatoire et je pense qu'on doit permettre au deuxième parent de pouvoir s'investir de la même manière que la maman. Des process de recrutement inclusifs, il y a plein de méthodes pour le faire, des job desks qui sont moins longues, avec pas 36 hard skills ou codes si on n'a pas besoin de le maîtriser, et un dispositif anti-harcèlement efficace. Il ne suffit pas de mettre en place une politique, il faut aussi vérifier qu'elle fonctionne. Et ça, vous pouvez le savoir en refaisant finalement la loupe avec vos employés. Donc voilà, donc ça c'était un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et pourquoi en fait je suis avec Sébastien, donc là c'est nous. C'est nous encore, ma petite équipe. Donc pour vous montrer qu'on est à 50-50, on a un board aussi qui est à 50-50. Donc on y travaille nous aussi à notre échelle. Et je suis avec Sébastien parce qu'en fait, on a besoin d'hommes qui sont aujourd'hui engagés sur ce sujet. Et je pense que dans toute la tech, j'en connais pas un autre qui est engagé à ce point-là et qui fait autant de choses en général dans sa boîte, mais aussi ailleurs. Donc je te laisse la parole. Merci. 11 minutes 24, bravo. Donc moi je suis fondateur et patron de Wiser. Ça se prononce Wiser, c'est pas super évident. Wiser, on est quoi? On est une retail tech. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'information textuelle des catalogues produits chez nos clients. On prend leurs images quand ils ont des images, on met ça dans un SaaS et ça produit des contenus pour le e-commerce. Pas n'importe quel contenu. On produit le titre, la métadescription et le descriptif produit d'une fiche produit. C'est pas rien, c'est assez technique. Et voilà. Et ces assets textuels, ils respectent les règles SEO, le ton, le style de la marque, les contraintes e-merchandising. On ne vend pas un rouge à lèvres de la même façon sur Amazon ou sur Sephora. Et tout ça, ça fonctionne aujourd'hui en 12 langues. Je n'étais pas là pour vous vendre Wiser, juste vous dire ce qu'on fait rapidement. On le fait pour Decathlon. Decathlon, ça c'est un descriptif qui est écrit en anglais de cuisine par un vendeur tchèque. J'ai rien contre les Tchèques, mais son anglais est vraiment pourri. Heureusement, il a mis une photo et avec ça, on arrive à faire ça, à écrire un vrai descriptif produit qui respecte les règles SEO et qui respecte les règles de Decathlon. On n'a pas fait ça tout seul, on a fondé ça, on a démarré la boîte, on était trois associés. Vous allez comprendre pourquoi lui, je le cache. Et puis après, on a recruté un ingénieur. Et puis on a recruté un deuxième ingénieur. Et puis soudain, j'ai eu une image d'horreur. J'ai eu une image de ce que c'est que le Boys Club, de ce que provoque l'exclusivité, le Boys Club masculin. Et c'était ma boîte. Et je voulais pas que ma boîte soit comme ça. Pour moi, c'était un no-go. Du coup, on a recruté Inès. C'est pas évident de recruter Inès. À l'époque, je connaissais pas 15 Tech. Pour une offre, je recevais 80 CV. Sur 80 CV, il y avait deux femmes. Donc, c'était pas super évident. Mais c'est pas pour ça que je dis ça. Inès, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un mois? Elle a voulu me voir, donc on s'est vu. Et puis, elle m'a dit, je vais pas pouvoir rester. Alors, pourquoi et tout? Nous, on t'aime bien et tout. Et là, elle fond en larmes. Et elle m'apprend un truc, c'est que ce gars-là, il terrorisait cette petite équipe. Harcèlement moral caractérisé. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils serraient les dents. Oh, c'est bon, ça va passer. Et ils m'ont jamais rien dit. C'est Inès qui m'a exprimé l'émotion, la trouille qu'elle avait en venant travailler le matin. Donc le son, donc on l'a viré, on a recruté Yosser. Et après, on a levé 1,8 million en seed. Donc le son numéro 1, des femmes dans une équipe, c'est des personnes qui ont été mieux éduquées à exprimer leurs émotions. C'est pas biologique, hein. On n'apprend pas ça en naissant, mais c'est juste dans la sociabilisation des femmes. Les femmes, on les autorise à exprimer leurs émotions, leur vulnérabilité. Et Inès, elle a été éduquée où elle avait le droit de dire qu'elle avait peur. Heureusement qu'elle me l'a dit. Et grâce à Inès et grâce à Yosser, j'ai pu augmenter le quotient intellectuel émotionnel de mon équipe. Et si j'avais eu que des barbus, les mecs, je pense que pendant encore 1 an ou 2, ils seraient venus au boulot avec la peur au bide et sans jamais me le dire. Ça s'est passé sous mes yeux, je ne l'ai pas vu, personne ne me l'a dit. Ça, c'était une leçon extrêmement importante quand on a fondé Wiser. Et à la fin, tout le monde y gagne parce que notre climat de travail, depuis ce temps-là, il est vachement mieux.
Donc voilà, donc on a continué, on a recruté des gens et pour moi, donc c'était obligatoire, il fallait qu'on arrive à 50-50. Et on est arrivé à 50-50. Ça ne se fait pas tout seul. Vous savez très bien que quand vous recrutez, surtout sur des métiers tech, il n'y a pas beaucoup de profils de femmes, il y a beaucoup de profils de mecs et que c'est compliqué d'avoir 50-50. Mais il y a des recettes. La discrimination intentionnelle. La discrimination intentionnelle, vous appelez votre chasseur de tête, c'est comme ça que j'ai recruté Yosser, vous lui dites, tu pourras me montrer tous les profils que tu veux, je ne regarderai que les CV de femmes. Parce que sur ce job-là, c'est une future associée, on a déjà 2 mecs, et je veux que la future associée, ce soit une femme. Donc il n'y aura pas le choix. Donc tu peux m'envoyer des profils de mecs, je ne les regarderai pas. Il a essayé, il m'a envoyé des profils de mecs, je ne les ai pas regardés. Et il a fini par m'envoyer des profils de femmes. Et j'ai fini par recruter Yosser, qui est sans doute un des meilleurs recrutements que j'ai fait de ma vie. Pas parce que c'est une femme, mais parce que c'est Yosser. Le passeport talent, si vous êtes JEI, donc JEI, Jeune Entreprise Innovante, ou si vous êtes inscrit à la French Tech, vous avez un truc super qui s'appelle le passeport talent, qui permet à quelqu'un de n'importe quel pays d'obtenir un visa en 2, 3, 4 semaines pour venir travailler en France. Et comme le disait très justement Caroline, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, les écoles regorgent d'ingénieurs surtout en NLP, nous c'était notre spécialité, c'est notre NLP. On a trouvé Takwa et Oumaima en quelques mois comme ça, alors que sur la même annonce en France, on n'avait que des mecs. Et ensuite, il y a un autre levier qui est la reconversion. Je vous présente Véronique, ancienne experte marketing bancaire, qui est une super CFO, et elle a fait sa reconversion chez nous. Déborah, qui était prof d'histoire, qui nous a contactés parce qu'elle faisait une reconversion dans le design et dans l'UX. Et aujourd'hui, c'est une super designeuse UX. Donc ça c'est intéressant. Avec cette équipe on a fait une série A, on a levé 10 millions. À l'époque c'était encore faisable, je ne sais pas si on y arriverait aujourd'hui, mais à l'époque on arrivait à le faire. Et alors la leçon numéro 2, quand on impose des contraintes de recrutement à une équipe, parce que je me les imposais mais je les imposais aux gens qui recrutent, ça a des effets bénéfiques. Ça oblige les managers à définir les vraies compétences recherchées. Quand un recruteur est un peu paresseux, il fait un copier-coller d'une annonce qu'il a trouvée, il change 2-3 trucs, il balance, il va avoir toujours les mêmes profils. Là où si on s'interroge vraiment sur la compétence recherchée, le CV perd de son importance et ce qui gagne en importance, c'est la personnalité de la personne, son envie, sa motivation, son envie de réussir. Deuxièmement, ça élargit le vivier. Quand j'ai dit à mon directeur des ventes que sa prochaine commerciale, ça serait une femme, parce que je ne signerais aucune promesse d'embauche pour un gars, parce qu'il n'y avait que des mecs dans son équipe, ben, il s'est mis à chercher partout. Il s'est mis à chercher des profils différents, il s'est mis à chercher des profils qui venaient de boîtes différentes, etc. Et il nous a trouvé quelqu'un qui nous a vraiment apporté quelque chose de super dans la boîte. Il se trouve que c'était une femme. Et à la fin, tout le monde y gagne, parce que on diversifie l'équipe, et comme Caroline l'a dit, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc on avait levé de l'argent, on a recruté comme tout le monde. Toujours à parité. Moi, je gardais vraiment l'œil là-dessus. Et alors, autant, par exemple, quand on a recruté un ingénieur data, Abdel, un ingénieur data, je fous pas la pression à mon CTO pour dire l'ingénieur data, ça sera une femme ou rien, parce qu'il y en a tellement peu que là, il faut être quand même faut être pragmatique. Il n'y en avait même pas chez 15 Tech, etc. Donc, là, il faut être pragmatique. Mais on se règle, on s'arrange. Et c'est surtout, nous, les 2 fondateurs, on sait qu'à un moment donné, on va sortir de cette boîte. Et donc c'était important pour nous de préparer la relève et donc de recruter des futurs managers qui soient en capacité de prendre la relève derrière nous. Et là-dessus, donc on commence à avoir du monde et je commence à entendre des bruits dans l'équipe, surtout venant de certaines collègues féminines qui avaient des problèmes de comportement de mes camarades masculins. Pas des trucs super graves, mais c'est des trucs qui leur pesaient vraiment. Alors du coup, j'ai fait un sondage. J'ai fait 5 cas. Des collègues masculins font des commentaires sur le physique des femmes. Certains collègues ont parfois des comportements de drague lourde. Des collègues masculins font des blagues sexistes devant toute l'équipe. Les hommes coupent la parole des femmes ou bien reprennent leurs idées à leur compte pendant les réunions. Lorsqu'un collègue hausse le ton, une collègue hausse le ton, on lui reproche d'être hystérique. Et je leur ai demandé aux femmes de l'équipe de noter ces 5 comportements. Ça leur arrivait jamais, exceptionnellement, parfois, souvent. Alors à première vue, j'étais content, il y avait beaucoup de bleu. Bleu, c'est jamais. Mais après, le diable se cache dans les détails et j'avais quand même des problèmes. C'est-à-dire que j'avais quand même quelqu'un qui s'était fait draguer lourdement. J'avais des blagues sexistes et surtout, j'avais pas mal de problèmes là-dessus. Bref, j'ai fait une réunion en non-mixité masculine. J'ai fait un truc, c'était un Google Meet, ça s'appelait Club H.
Ils sont tous venus. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils allaient voir. Et je leur ai soufflé dans les bronches. En fait, je leur ai dit que même s'ils n'étaient pas malveillants, leur comportement était extrêmement pesant pour leurs collègues féminines. J'y suis allé et surtout que ça contrevenait complètement à nos valeurs. Qui fait que le comportement d'un groupe fasse qu'un autre groupe se sente mal à l'aise dans la boîte. Et j'ai utilisé beaucoup de métaphores autour du racisme. Et vous voyez, il y a beaucoup d'hommes racisés dans cette équipe. Ça a bien marché. Et je leur ai dit qu'en fait, c'était un no-go. Que ces comportements, c'était un no-go. J'en voulais pas. Ça a bien marché. Donc, leçon numéro 3, pour que l'entreprise soit une safe place, un endroit où les gens se sentent en sécurité, la parité ne suffit pas. Même si vous avez moitié homme, moitié femme, vous invitez le sexisme ambiant dans l'équipe. Le sexisme, même banal, même des petits trucs pas très graves, y a certaines personnes, et dont des femmes, pour qui ça devient insupportable. Les hommes peuvent être bienveillants à l'égard des femmes et être sexistes au quotidien. Le fait d'être bienveillant ne veut pas dire qu'on n'est pas sexiste, donc il y a de l'éducation à faire. Et les problèmes ne se règlent pas tout seuls. Il faut les affronter, il faut en parler. Déjà, le simple fait d'en parler, ça déverrouille pas mal. Il faut éduquer. Donc après, je me suis focalisé sur là où on avait le plus de problèmes, qui était le respect la parole des femmes en réunion. Et j'ai pris une petite appli des Allemands qui ont développé ça s'appelle Equal Time. Ça mesure le temps de parole des gens et comme ça fait des statistiques par genre, enfin en fonction des critères que vous paramétrez l'appli. En fonction des critères que vous voulez. Et on avait ça, 60%, alors qu'on était à 50-50, 60% du temps de parole en réunion, c'était les mecs. Donc c'était bien parce qu'on avait des mesures. Mais j'ai mis d'autres critères. Donc j'avais le genre, donc j'avais ça. Mais j'ai mis un autre critère, les gens dont la langue maternelle était le français. Et on avait à peu près le même écart. Les gens dont la langue maternelle était le français, ils prenaient plus la parole. Et j'ai mis un troisième genre, la seniorité, j'ai fait 3 catégories. Et je voyais que plus on était âgé dans cette boîte, et je participais à ça, je suis le plus âgé de la boîte, plus finalement on écrasait le temps de parole des autres. On a travaillé là-dessus. On a dit que c'était une responsabilité collective. Il ne s'agissait pas d'incriminer un tel ou un tel. On a dit qu'on allait parler du problème sans agressivité ni jugement. Et ça allait passer par notre exemplarité à nous. La répartition du compte-rendu. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, quand on fait une réunion, quand quelqu'un se propose pour faire un compte-rendu, 9 fois sur 10, c'est une femme. Or, quand vous faites le compte-rendu, vous avez beaucoup moins de disponibilité d'esprit pour participer à la réunion. Donc ça, on a travaillé là-dessus. Et on a fait un truc tout bête. Je ne sais pas si vous utilisez Google Meet. La main levée, là. C'est une règle. Maintenant, on prend la parole en réunion que si on a levé la main. Et il y a un ordre, ça s'affiche, ça aide tout le monde. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, on a amélioré les critères sur tout. On a amélioré le respect de la parole sur tous les critères. Sur le genre, sur la langue maternelle et sur la seniorité. Et j'aime bien cet exemple parce que, en fait, ça prouve qu'on peut changer des comportements collectifs. Ça prouve que parfois des petits changements, ils ont des grandes conséquences sur l'appréciation de la qualité de vie au travail. Ça prouve qu'on transforme beaucoup mieux les comportements quand on mesure. Et à la fin, tout le monde y gagne. Après, là-dessus, on avait du monde. Je commence à avoir des demandes d'augmentation, truc classique. Donc, j'ai fait une étude hyper complexe pour savoir qui me demandait des augmentations. Donc, j'ai regardé combien il y a de femmes qui me demandent des augmentations, combien il y a d'hommes qui me demandent des augmentations. Bingo! Toutes les demandes d'augmentation me venaient de collaborateurs masculins. Donc, on a fait un travail sur la demande d'augmentation. On a décidé que la demande d'augmentation n'existerait plus chez Wiser. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une démarche proactive. On fait 2 fois par an une revue de salaire. On revoit tous les salaires, 2 revues de salaire. On regarde le fixe, le variable, la prime exceptionnelle. On a des critères objectifs et transparents que tout le monde connaît. Et on sait qu'en milieu d'année, en fin d'année, nous allons proposer une augmentation aux personnes dont on pense qu'ils méritent une augmentation. À ce moment-là, éventuellement, vous pouvez contester cette augmentation. Vous pouvez trouver que ce n'est pas assez, etc. Mais la demande ne vient plus du collaborateur. Et aujourd'hui, c'est très mal vu de réclamer une augmentation chez nous. Qui ça a aidé? Ça a aidé les femmes, mais ça a surtout aidé les timides et les introvertis. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui n'osent pas demander des augmentations. Il y a des femmes qui osent demander des augmentations, mais il y a des hommes timides qui n'osent pas demander des augmentations. Donc c'est très difficile de lutter contre nos biais, mais on peut s'organiser pour les contourner. C'est ce qu'on a fait. Et à la fin, tout le monde y gagne. Donc, petit résumé, une équipe diversifiée est plus intelligente. Elle crée un environnement de travail qui est plus safe. Mettre de la contrainte sur le recrutement,
améliore le recrutement. C'est relativement contre-intuitif, mais je vous promets que ça, si vous le faites, vous allez le constater. Le sexisme s'invite dans nos entreprises, on n'y peut rien, et ça a des conséquences pour la qualité de vie des femmes. Le sexisme n'est pas une fatalité, on peut décider de le combattre et de contourner nos biais. Et améliorer la qualité des femmes dans l'entreprise améliore la qualité de vie de toute l'entreprise. Et à la fin, tout le monde y gagne. Merci pour votre attention. Minutes. Déjà, on est hyper content parce qu'on arrive à une conf en mixité. En fait, l'idée originelle de Stoke, on n'avait pas mis de détails avec Sébastien parce que quand je mettais inclusion dans mes talks ou le propos de ma boîte, généralement, j'ai parlé à 99% de femmes. Et en fait, c'est pas ça le sujet. Il s'adresse à tous. C'est pas un problème pour les femmes, c'est pas un problème pour les hommes, c'est un problème pour tous dans la tech. Donc, merci toutes et tous. Donc, on est hyper content d'avoir une audience en mixité aujourd'hui. Donc, Paris Gagné, on s'est fixé ce challenge il y a 3 mois. On s'est dit, tiens, si on hackait une conférence tech ensemble. Et c'est tombé sur Tech and Fest qui a accepté ça. Est-ce que vous avez une petite question? Je crois qu'on a 2-3 minutes si vous voulez. Donc, on peut prendre une question ou deux en fonction. Oh, oui. Les initiatives que vous avez portées, du coup, il y a quand même pas mal d'idées, alors sans parler d'idées révolutionnaires, mais des choses qui sont quand même assez novatrices. Vous êtes aussi inspiré de ce que vous avez pu voir dans d'autres entreprises, ou c'est venu un peu de vos réflexions personnelles et de votre sensibilité aussi au sujet? Alors à titre personnel, je suis très impliqué sur ce sujet. C'était hyper important pour moi. En fait, Wiser, on fait un truc qui ne sert pas à grand-chose. Bon, on aide les gens qui le font, hein, mais honnêtement, l'utilité sociale de ce qu'on fait, elle n'existe pas. En revanche, pour moi, c'était important que la boîte elle-même, elle ait une utilité sociale en tant que telle. Et que donc, elle puisse accueillir des gens qui viennent de partout et qui vont trouver du plaisir, se développer, s'enrichir culturellement, s'enrichir en savoir, s'enrichir en pognon aussi. Et quand on crée une boîte, on crée un petit univers, on a la liberté de faire ce qu'on veut en tant que patron. Et j'estimais que j'avais une responsabilité d'en faire un laboratoire en fait. Donc c'était ça l'idée. Et on a beaucoup réfléchi. On a réfléchi sur le congé menstruel pour décider de ne pas le faire par exemple. On a compensé les congés paternité à exactitude du salaire. Enfin on a fait plein d'autres trucs. Puis des trucs où on s'est planté aussi. Comme quoi par exemple les trucs où vous êtes plantés? Alors, on s'est planté sur des recrutements où effectivement j'ai tellement mis la pression sur certains recrutements pour avoir des profils féminins alors que l'assiette qu'on avait était quand même très très réduite. J'ai un peu trop forcé la main sur certains recrutements et où j'aurais peut-être pas dû le faire. Et c'est une erreur parce que déjà on perd du temps, on fait perdre du temps à la candidate, elle vient, elle lose, c'est quand même pas cool, ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc là, je me suis un peu assoupli là-dessus. Après, ce qui se passe quand une boîte est déjà à parité, en fait, les candidatures féminines arrivent plus facilement. Aujourd'hui, je reçois énormément de candidatures spontanées sur les jobs de data science, par exemple. Il y en a, je crois, 4 sur 5, c'est des femmes. Donc il y a un cercle vertueux. C'est des femmes et c'est vient d'écoles du Maghreb, hein, mais c'est parce qu'ils savent qu'on recrute et donc voilà. Alors, on va se mettre sur le côté après parce que là je crois qu'on arrive à la fin, donc on va se mettre sur le côté. On a tout notre temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci pour votre attention.